Salut, c'est Christian Clot, leader de l'expédition Deep Climate, qui est en cours actuellement. On est vraiment en plein dedans. On vient de revenir il y a à peine 2 semaines et demie de Laponie, où on a vécu des températures allant de -10 à -35 degrés en réel. Ce qui fait qu'avec le vent, ce qu'on appelle le refroidissement éolien, le wind chill, on arrive à des températures qui touchent les -45, presque les -50 degrés. Ça commence à faire frisquet. Parce que rappelons-nous qu'une température, elle est toujours prise un peu au-dessus du sol, environ 1,5 2 mètres sol, euh, à l'abri du vent et à l'abri du soleil, à savoir que c'est vraiment la température à l'ombre, non influencée par les conditions extérieures. Et puis, ces températures réelles, eh bien, on y ajoute ce qu'on appelle soit le wind chill, le refroidissement éolien, lorsqu'on parle de froid, ou alors on parle d'humidex lorsque l'on peut ajouter à une température chaude de l'humidité, voire de l'humidité venteuse. Bref, ce sont des facteurs complémentaires à la température réelle qu'on doit ajouter pour comprendre quelle est la réalité, le ressenti d'un corps animal ou végétal, mais en l'occurrence on va parler de nous, du corps humain. Qu'est-ce que le corps humain vit? C'est pas seulement une température réelle, c'est aussi les conditions complémentaires, le vent, l'humidité, et tout ce qui peut afférer à l'impact d'un climat, d'une météorologie sur l'humain. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand on entend des températures ici et là, quand on voit la télévision, voilà, qu'on écoute la radio, quand on entend des gens dire ah, j'ai vécu 40, 45 degrés, voire même parfois 50 degrés. La question, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une température réelle, à savoir celle mesurée dans les normes, ou est-ce qu'on parle d'une température en plein soleil, une température en plein vent? Bref, il faut avoir cette connaissance réelle pour savoir vraiment ce que vit quelqu'un, une personne soumise à des conditions météorologiques extérieures. Donc là, on avait ces températures. On est revenu, on a fait tous les tests qu'on fait habituellement juste avant et juste après les expéditions, les IRM, l'étude du cerveau, l'étude du corps, l'étude du fonctionnement social qu'on mène à la fois sur le terrain et avant-après. Et puis maintenant, on est à peine une dizaine de jours du dernier départ, la dernière grande traversée de ces missions Deep Climate, qui vont se passer dans un désert d'Arabie Saoudite. Un désert où on va avoir des températures qui vont dépasser régulièrement, et même sans doute tous les jours, les 45 degrés, aller flirter avec les 50 degrés. Et puis une humidité extrêmement faible, puisque dans certains territoires, certaines zones de notre expédition, on pourrait tomber à 0%, 1% d'humidité, ce qui est extrêmement faible. Ça veut dire qu'on n'a plus du tout de molécules d'eau accessibles. Ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui se passe dans ces conditions-là. À titre personnel, lorsque j'ai fait les traversées en solitaire dans le désert du Dartelout, j'ai largement été au-delà de 50 degrés, puisque j'avais régulièrement jusqu'à 58 degrés à l'ombre, hein, toujours. Ça veut dire qu'au plein soleil, je vous laisse deviner la température. Mais je ne suis jamais descendu en dessous de 3% d'humidité, ce qui est déjà bien, bien peu. Mais ce serait intéressant si on arrive à cette humidité quasiment de 0%, 0,1 ou 2%. Ça va être extrêmement intéressant de voir sur le groupe de femmes et d'hommes des expéditions Deep Climate ce que ça veut dire, quels sont les impacts. Parce que ces conditions-là, c'est pour certaines d'entre elles en tout cas, les plus proches de ce qu'on pourrait vivre dans le futur en France, en Europe occidentale, avec des températures qu'on annonce potentiellement durant l'été, mais peut-être même aussi le printemps ou l'automne, dépassant les 45 degrés pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines de suite. Alors avec une humidité qui descendra jamais sans doute à 0% ou 2%, qui ira rarement au-dessous de 20%, mais enfin une température de 45, 48, voire 50 degrés à moins de 20% d'humidité, c'est déjà des températures extrêmement impactantes, extrêmement compliquées à vivre. Et toute la question qui se pose, c'est comment est-ce que nous allons nous adapter, comment nous allons vivre, si tant est que ces températures arrivent vraiment à ces températures-là, à ces conditions-là. Ce sont des conditions que nous connaissons peu, que nous connaissons mal, et c'est pas parce qu'on a été quelques jours dans une condition à la plage ou dans une traversée de quelques jours, quand on a été en vacances ou autre, à des températures bien plus élevées que nos habitudes, ça n'a rien à voir avec le fait de vivre concrètement, d'agir concrètement plusieurs semaines de suite à des températures qui flirtent avec les 50 degrés et qui sont en dessous de 20% d'humidité. Donc c'est ça qu'on va essayer de vraiment comprendre dans cette dernière mission, qui va être extrêmement intéressante, extrêmement passionnante, hein, traversée d'un désert principalement sableux, en tirant des chariots,
Des chariots qui seront bien chargés puisqu'on doit transporter notre eau. On est dans un désert où la plupart de la surface n'a pas d'eau, ni en profondeur, donc on ne pourra pas trouver de l'eau. Il va falloir qu'on transporte tout, transporter notre nourriture, transporter notre matériel, transporter le matériel scientifique, le matériel pour avoir de l'énergie. Bref, ça fait plusieurs kilos. On va dépasser les 100 kilos sur les chariots qu'on va devoir tirer. À tirer dans le sable, ça va être extrêmement difficile. Il va falloir qu'on produise un effort intense dans des conditions météorologiques extrêmement chaudes. Donc, on va pouvoir évaluer l'impact de l'effort dans ces conditions-là. Et puis, évidemment, essayer de comprendre plus généralement comment la physiologie humaine, mais aussi la cognition humaine et le système social humain parvient à fonctionner dans ces conditions-là. Mais là, on n'en est pas encore là. On est en pleine préparation de cette dernière mission. Alors, on a beau préparer ça depuis souvent des années, des mois. Le moment où on est à quelques jours du départ, c'est toujours extrêmement intense. Il y a toujours quelque chose qu'on a oublié, évidemment. Il y a toujours les derniers imprévus qui nous tombent dessus. Ils sont nombreux. Lorsqu'on mène des missions à l'étranger avec plus d'une vingtaine de personnes, plus toutes les équipes support, les scientifiques et tout ce qui va autour, qui doivent partir, avoir tout le matériel. Une fois qu'on est sur place, sur le terrain, évidemment, plus possible d'aller au magasin ou de trouver quelque chose en secours. On doit faire avec ce qu'on a. Donc, autant dire que l'oubli de quelque chose, c'est embêtant, ça peut être très gênant. Comme d'ailleurs de prendre du matériel inutile qu'il faudrait transporter, qu'il faut tirer, qu'il faut porter et qui ajoute du poids alors qu'on en a déjà beaucoup. Donc, la décision de prendre ou non tel ou tel objet, la décision de charger un peu plus le sac, la décision au contraire d'enlever un objet, c'est quelque chose qui est toujours mûrement réfléchi, qui doit se peser le pour et le contre pour finalement prendre les bonnes décisions et savoir qu'une fois qu'on sera parti, ben, il n'y aura plus de discussion, on devra faire avec ce qu'on a et fonctionner selon les conditions qui nous sont proposées. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intense, d'autant plus qu'on va dans des territoires relativement peu parcourus, peu connus, où en l'occurrence la cartographie est peu existante. Alors on récupère des images satellites, évidemment, on recrée des cartographies, on fait en sorte d'avoir quand même les informations terrain. On essaie de comprendre le plus possible pour pouvoir adapter notre manière de progresser. Les chariots, on a construit des chariots avec des grosses roues de fat bike, par exemple, pour justement pouvoir avancer sur du sable. Malgré tout, ça va quand même être difficile à tirer. On a de quoi, évidemment, camper tous les soirs, mais on a aussi de quoi s'abriter durant la journée, puisque généralement, à partir de 10h, 11h, la température devient tellement intense qu'il n'est plus possible de progresser. Et qu'au milieu d'un désert, on n'a pas d'arbre ou quoi que ce soit pour aller se mettre à l'ombre. Donc il faut qu'on crée notre ombre. Donc on a aussi des systèmes pour pouvoir, avec nos chariots, construire des abris qui nous permettent de nous mettre à l'ombre. Alors encore une fois, hein, à l'ombre, ça ne veut pas dire qu'il fait tout d'un coup froid. La température reste très élevée, mais au moins on n'a pas en plus la température de l'incidence du soleil qui peut faire monter le sol à des 70, parfois 80 degrés lorsqu'on est en plein soleil. Donc c'est évidemment quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Et on doit ainsi penser à chaque petit détail, chaque petite chose, et évidemment refaire dans sa tête, et refaire encore toute la liste, le questionnement de est-on sûr que nous sommes bien prêts? Et puis un jour on part et il faut faire avec. Et on est en plein dedans, là, avec toute l'équipe de Human Adaptation Institute, avec toute l'équipe qui travaille autour de ces missions, que ce soit l'équipe scientifique qui met en place les protocoles. On a beau les faire depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a toujours des petites choses à ajuster, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des appareils qui sont tombés en panne, il faut les réparer, retrouver des nouveaux appareils. Il y a toute la partie énergie. Il faut bien qu'on ait de l'énergie pour faire tourner nos appareils scientifiques et autres, d'ailleurs, nécessaires aux expéditions. Donc, la manière de produire notre énergie. Alors, dans un désert, évidemment, c'est un peu plus simple parce qu'on a du soleil. Sauf que même les panneaux solaires, quand on dépasse les 35-40 degrés, commencent à montrer potentiellement des faiblesses. Il faut donc bien ajuster la manière de produire l'énergie. Il faut penser évidemment à toute la nourriture, ne rien oublier, avoir de quoi nourrir 20 personnes pendant les 40 jours d'expédition. Et puis évidemment à l'eau. Comment est-ce qu'on va transporter l'eau? Comment est-ce qu'on va préserver notre eau?
quelles sont les bonnes méthodes pour être sûr que nous allons garder notre eau jusqu'au bout et que nous saurons nous rationner, parce que nous avons beau prendre beaucoup d'eau, il faudra se rationner parce qu'on n'aura jamais suffisamment d'eau dans des conditions comme ça. Tout ça doit être pensé, bien réfléchi. Et donc, c'est un peu la crise de pré-expédition qu'on est en train de vivre, où on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose, on a toujours l'impression qu'on s'est trompé sur quelque chose, qu'on a oublié, qu'il aurait fallu peut-être faire différemment. Mais on a vraiment dans nos besaces, dans nos sacs, parmi le meilleur matériel qu'on puisse imaginer, que ce soit en termes de vêtements, de chaussures, de manière de progresser. Donc, je suis très confiant. L'équipe est très solide, elle s'est renforcée petit à petit, notamment avec l'expédition Laponie, qui a été quand même parfois difficile, avec des températures très froides qui ont fait subir des conditions douloureuses parfois à certaines personnes. Et l'équipe a vraiment fonctionné à plein pour permettre à chacune, à chacun d'aller au bout de ce projet en Laponie. Et maintenant, on va faire face à des nouvelles conditions, à des nouvelles problématiques. Mais l'équipe est prête. Ça va être passionnant maintenant d'aller sur cette dernière expédition et quelque part de terminer un projet de plusieurs années avec cette apothéose, entre guillemets, de 3 expéditions qu'on est en train de vivre, qui est finalement la face visible de l'iceberg d'un projet tellement gigantesque qu'il nous dépasse toutes et tous un peu. Tellement aussi le besoin de récupérer ces données, le besoin de comprendre est important. Et comprendre non seulement, évidemment, la manière que nous aurons de faire face potentiellement à ces conditions-là, mais peut-être aussi de pouvoir, parce que nous savons maintenant, et nous avons les données scientifiques pour montrer quels sont les impacts de ces notions, de ces températures, de ces climats, peut-être aussi arriver à faire prendre conscience à chacune, à chacun, de l'importance des efforts que nous devons faire pour ne pas subir ces climats, pour que notre monde reste un monde en dessous des fameux 1,5 degrés ou 2 degrés maximum dont on parle beaucoup, un monde qui reste celui sur lequel on peut faire vivre les 8 milliards d'humains qui sont actuellement répartis sur la planète, où que soient ces humains, dans quelques pays qu'ils soient. On doit réfléchir à rendre possible la vie dans ces territoires et donc faire en sorte que les températures n'augmentent pas de manière démesurée. Et ça, c'est vraiment peut-être la plus grande évidence de Deep Climate. Et je sais que la mission dans le désert va nous le confirmer. Ces conditions-là sont extrêmement pénibles, extrêmement complexes à vivre. On pourra peut-être, en partie, s'y adapter jusqu'à un certain point. Mais la véritable adaptation que nous devons aujourd'hui faire et mettre en œuvre, c'est l'adaptation de nos changements de comportement, de nos changements de système de vie, non pas pour supprimer tout ce que l'on a, non pas pour tout réduire, mais pour fonctionner un peu différemment afin de tout faire pour que justement ces conditions n'arrivent pas à la fois sur la planète entière et bien sûr pas dans nos pays non plus. C'est ça le but de Deep Climate, c'est pour ça qu'on bosse comme des fous pour s'y préparer et c'est pour ça que dans moins d'une dizaine de jours, on part en Arabie Saoudite pour traverser un désert. Une mission que je vous invite à suivre sur nos réseaux, Facebook, Instagram, mais aussi sur deepclimate.eu, et on essaiera de vous raconter au mieux la poursuite de cette expédition. À très bientôt, c'était Christian Clot pour Deep Climate Expedition.